OK, bah, c'est parti. Du coup, si vous êtes d'accord, je propose on joue à un petit jeu, en effet, ensemble, pour cette soutenance. J'ai pas fait exprès, hein, promis. Du coup, pour commencer, pour répondre à la question, qui suis-je, pardon, je vous propose de chercher 4 indices que j'ai dissimulés dans le décor et après on verra, ce qu'ils révèlent, ce que vous les trouvez. Il y a le petit chat, le jeu Ouais, vidéo, le OK, livre ouais. et l'ordinateur. Ah mais ça va être trop facile le jeu là. OK, super. Bah, en fait, chacun de ces indices, il faut savoir que ça révèle un petit peu, ce qui me passionne et ce que je fais dans la vie. Donc il faut savoir que je suis passionnée par tout ce qui est du coup fantasy, littérature, jeux vidéo et cetera. Donc c'est pour ça que je suis diplômée d'un premier master de littérature de jeunesse du coup à l'université de Lille, parce que j'aimerais bien, en plus de ma carrière dans le digital, écrire des livres pour adolescents. Et du coup aussi, c'est pour ça que je suis rédactrice actuellement donc à l'Olivier Assurance avec mon tuteur Lucas qui est là aujourd'hui et également, cofondatrice de la boîte à marketing, donc avec Titouan qui est là également, qui est en fait un blog sur plein de sujets digitaux et qui a pour, ambition dans le futur de pourquoi pas proposer des formations et du conseil digital, aux entreprises. Donc voilà, je suis très passionnée par les jeux vidéo également, ce qui m'a amené tout naturellement à ma problématique. Comment l'IA accompagne la création d'histoires dans les jeux vidéo? Pour moi, c'était une évidence de mêler ces 2 sujets parce que ça mêle mes 2 passions et mine de rien, sur le papier, ces 2 sujets ont l'air divergents, mais ils convergent énormément, surtout en ce moment. Donc c'est super intéressant de voir comment et ce qui va se passer, par la suite. Donc du coup, 1er niveau à la découverte de l'IA, mais avant de commencer chut Alexandre, je sais que tu le sais, mais qu'est-ce que l'IA? Il faut savoir qu'en fait, ça a été conçu pour doter les machines de facultés similaires à celles des humains, donc à savoir l'apprentissage, la résolution de problèmes, ainsi que le raisonnement logique. Et pour ce faire, on va faire un petit historique rapide des dates importantes et tout commence en 1956 lors de la conférence de Dartmouth, lorsque le terme intelligence artificielle a été prononcé officiellement pour la première fois par John McCarthy, ça a permis en fait de poser les bases de l'IA en tant que discipline scientifique et formelle et ainsi lancer du coup les premières recherches dans le domaine. Donc il faut savoir qu'au début, en fait, on avait des systèmes qui étaient capables de réaliser des tâches précises, comme jouer aux échecs ou résoudre des problèmes mathématiques. Et ils étaient basés en fait sur des règles à la fois strictes et logiques. Donc par exemple, si c'est un rond et que ce rond est rouge, alors c'est une pomme. Et c'est tout ça qui a permis en 1959 du coup de développer le General Problem Solver ou GPS, donc par, Alan Newell et Herbert Simon que vous voyez à l'écran, qui est en fait un programme qui a été conçu pour imiter la manière humaine de résoudre des problèmes en fait en les décomposant en petits sous-problèmes. Et comme ça avait quelques limites en termes de flexibilité et d'adaptabilité, puisque en effet un rond rouge peut représenter autre chose, ces systèmes ont encore évolué, donc dans les années 60-70 avec le développement donc des systèmes experts, donc qui ont été quant à eux conçus pour, imiter en fait le processus décisionnel donc d'experts dans des domaines très spécifiques comme la médecine, les mathématiques et cetera. Et en fait, ils s'appuient cette fois-ci sur des bases de connaissances qu'on va leur donner et ils vont s'en servir en fait pour, établir des conclusions à partir de ça et les experts vont pouvoir discuter avec eux via des interfaces utilisateurs. Donc c'est le cas notamment en 1978 du système MICIN qui en fait a été développé par l'université de Stanford pour, diagnostiquer des infections sanguines et développer les traitements adaptés. Donc c'est-à-dire qu'on mettait plusieurs informations sur le patient, il était capable de dire ou non s'il avait une infection et de proposer le traitement adapté par la suite. Ensuite, on ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans mentionner en 1997 la victoire de Deep Blue sur Garry Kasparov, le champion d'échecs. Ça a été quand même un tournant important pour l'intelligence artificielle puisque ça a montré qu'en effet, on pouvait traiter une grande quantité de données et prendre des décisions stratégiques en temps réel, ce qui sera utile, comme on le verra plus tard, dans les jeux vidéo. Et dans les années 2000 est venu l'avènement du machine learning ou apprentissage automatique, où l'IA a évolué en fait vers des systèmes qui apprennent à partir, de données en fait sans intervention humaine. C'est-à-dire qu'elles vont faire des modèles statistiques qui vont leur permettre d'évoluer, d'apprendre en fait en apprenant des erreurs du passé. Donc, voilà.
Et à partir de ça, c'est développé le deep learning. Donc cette fois-ci, ça va plus s'apparenter à des réseaux de neurones, donc comme le fonctionnement du cerveau, et ça va permettre du coup d'analyser des données beaucoup plus complexes, donc comme le traitement de l'image, le langage naturel. Et c'est le cas du coup avec le système perceptron qui a été notamment développé en 1958, qui permettait pardon, de reconnaître des images et traiter le langage naturel. Donc nous avons terminé ce niveau, mais il faut savoir que, ce n'est pas fini pour l'IA, dans son évolution. Elle continue aujourd'hui à s'agrandir, les algorithmes à devenir de plus en plus puissants. C'est le cas notamment du cloud computing, qui permet de traiter de plus grandes données, et entraîner les IA du coup à plus grande échelle. Et on les retrouve notamment, sur Netflix avec tout ce qui va être par exemple les systèmes de recommandation. Donc si vous regardez un certain nombre de séries, il va être capable de vous proposer du contenu en fait, en fonction de ce que vous avez déjà regardé par le passé. Passons au niveau 2. Du coup, maintenant qu'on a vu l'IA, il est intéressant de se, pencher sur la narration dans les jeux vidéo de fantasy et voir un petit peu, comment ça a pu converger pour en arriver avec, l'IA. Il faut savoir que, dans les années 70, les jeux vidéo de fantasy tirent leur inspiration d'un jeu de rôle papier très connu, Dungeons and Dragons, qui a permis en fait de poser les bases clés, de la narration, comme dans la fantasy, comme tout ce qui va être les systèmes de classes, de quêtes, des mondes, vraiment très, très développés et très riches, avec un maître du jeu qui va guider les joueurs en fait à travers ces mondes, dans des quêtes, des expériences et cetera. Et ça a permis de développer en 1976 le premier jeu de rôle textuel sur ordinateur, Colossal Cave Adventure, donc que vous voyez là, qui permet aux joueurs en fait d'explorer, des grottes et de résoudre des énigmes via uniquement des commandes textuelles. Donc par exemple, vous arrivez dans la grotte, vous tapez «Je souhaite regarder à gauche», le jeu va vous répondre: «Bah, à gauche se trouve un mur avec des inscriptions, que souhaitez-vous faire?» Donc après, vous pourrez lui répondre que vous souhaitez les lire, et cetera, mais c'était vraiment uniquement textuel. Bien sûr, vous vous doutez bien qu'on n'en est pas resté là et que ça a évolué. Donc, dans les années 80 est apparu les graphismes 2D, tournant important pour les jeux vidéo puisque, en effet, on a pu visualiser enfin pour la première fois ces mondes, fantastiques et magiques, pour avoir du coup une expérience encore plus enrichissante et immersive. On a plusieurs exemples de jeux, comme ceux que vous avez à l'écran, donc Ultima en 1981, qui a été le premier jeu à introduire des cartes comme ça un peu sur lesquelles on pouvait se promener, tuer des personnages, faire des quêtes et cetera, et le plus connu encore aujourd'hui, La Légende de Zelda, en 1986, qui a permis du coup de créer des mondes assez riches, des personnages emblématiques qui sont encore très connus aujourd'hui, pour créer des quêtes et des énigmes, et ça a été même les premiers, à jouer avec les décors. C'est-à-dire que si vous cliquez sur certains petits éléments en surbrillance, vous pouviez avoir du contenu supplémentaire, des quêtes en plus, et cetera. Donc il faut savoir, que ça a encore évolué par le passé encore, puisque en 1990, on a fait une dernière transition vers les modèles 3D, avec des jeux comme là on voit Half-Life ou Quake qui ont permis, une profondeur visuelle encore plus importante. Là on était vraiment immergés, et je ne peux parler de 3D sans évoquer le jeu que vous voyez actuellement, World of Warcraft, qui je pense, est le plus important, en fantasy actuellement, qui a utilisé la 3D à la fois pour des cinématiques en jeu et hors jeu, comme vous le voyez là, donc pour une immersion encore vraiment plus importante pour l'histoire, les personnages, et cetera. Mais du coup, maintenant qu'on a vu les 2 et que nous avons terminé, comment l'IA est venue transformer cette narration, dans les jeux vidéo? C'est ce qu'on va découvrir dans le chapitre 3. Du coup, comment l'IA est venue transformer tout ça? Bah, c'est simple, ça repose sur 3 piliers. Le premier, ça va être les personnages interactifs. Donc en effet, au début des jeux vidéo, vous aviez des personnages qui avaient des scripts qu'on leur donnait, et du coup, la narration était assez linéaire. Donc c'est-à-dire que vous leur parliez, c'était terminé, il se passait plus rien. Maintenant, le personnage va être capable de réagir en temps réel au joueur qu'il a en face de lui, et pour ce faire, ça repose sur 3 modèles. Donc le premier, ça va être l'arbre de comportement. Donc à la manière d'un arbre avec des feuilles, en fait, on va organiser le comportement du personnage donc de manière hiérarchique pour qu'il réagisse d'une certaine manière en fonction de situations données. Le deuxième, ça va être les finite state machines qui là, cette fois-ci, vont
décortiquer le comportement d'un personnage en plusieurs petites cases pour gérer les transitions entre ces états. J'explique. Par exemple, vous avez un paladin qui va être dehors et qui va patrouiller. Un ennemi va s'approcher, il va sortir de son état de patrouille pour passer en état d'alerte. Dire il y a un ennemi, il faut que je réagisse. Si cet ennemi continue à s'approcher, il va passer en état de combat pour le combattre, etc. Et plus récemment, en mai 2023, Nvidia a annoncé le Avatar Cloud Engine, donc qui est une nouvelle technologie en fait qui va permettre de rendre les personnages encore plus interactifs grâce à l'IA et au traitement du langage naturel. Ils ont développé pour ça 2 systèmes, Nemo, donc qui va gérer toute la partie textuelle, et Riva, qui va gérer du coup toute la partie synthèse vocale. Et en fait, l'objectif, c'est quoi? Bah, c'est simple, comme moi je vous parle actuellement, vous allez pouvoir parler de la même manière à un personnage, il vous répondra de la même manière. C'est vraiment le but. Et si vous ne souhaitez pas parler, bah, il pourra le faire par écrit également. Voilà. Donc pour des expériences encore beaucoup plus enrichissantes. La deuxième, ça va être la génération de quêtes et de contenus. Donc il faut savoir que l'IA va permettre de générer des contenus de manière procédurale, donc c'est-à-dire via des algorithmes au lieu de le faire à la main, ce qui va permettre du coup d'avoir des mondes tout le temps renouvelés, enfin vraiment différents, créer des expériences assez uniques. Et pour ça, j'ai 2 exemples de jeux. Donc le premier qui est derrière moi, Minecraft. Il faut savoir que Minecraft, tous les mondes dans lesquels on spawn, donc sur les maps créatives, sont générés grâce à l'IA. L'enchaînement entre les biomes, donc montagne, mer, et cetera, c'est généré par l'IA, c'est automatique. Donc si vous recréez une partie après, vous n'aurez pas le même monde, vous ne serez pas au même endroit, tout sera toujours unique. Et pareil, deuxième jeu, No Man's Sky, qui a annoncé d'ailleurs récemment une très grande mise à jour avec l'IA. En fait, c'est un jeu dans lequel on est sur une planète et on peut en visiter des milliers d'autres, pareil, générés avec l'IA. Et vraiment, c'est chaque planète a son écosystème, tout est différent, tout est généré par IA, donc vraiment, c'est incroyable. Et encore hier, du coup, petite nouvelle d'hier, a été présentée à la conférence d'Acer à Berlin, GenMotion, qui est un nouveau système en fait qui va pouvoir permettre de générer en haute qualité des modèles 3D pour simplifier du coup un peu le processus de création de jeux vidéo. Donc ça sera à partir de simples commandes textuelles. Parce qu'actuellement la 3D c'est encore un petit peu compliqué, mais là du coup ce système aura pour objectif de simplifier tout ça. Et enfin, dernier pilier, l'adaptation dynamique du gameplay et de la narration. Donc on en a déjà un petit peu parlé, mais l'IA va permettre d'ajuster en temps réel la difficulté ainsi que la progression narrative en fonction du joueur qu'elle a en face de lui. Par exemple, vous avez le jeu Left 4 Dead, donc qui est un jeu de survie avec des zombies, etc. Et dans ce jeu, l'IA est capable de dire si le joueur s'en sort pas ou s'en sort trop bien, justement, ajuster le nombre d'ennemis et la difficulté de ces derniers pour justement ne pas créer de frustration et que le joueur reste plus souvent sur le jeu. Donc voilà, on a vu les 3 piliers. Félicitations, niveau suivant. Mais du coup, c'est super et maintenant qu'on a fait ça, quels sont les impacts en fait que ça peut avoir sur l'industrie du jeu vidéo de manière globale? Bah, il y en a plusieurs. Le premier au niveau commercial, donc on n'a pas encore de statistiques officielles, qui permettent d'affirmer des choses, mais on remarque quand même au niveau des ventes que les jeux de fantasy qui intègrent l'IA et le revendiquent sont des jeux à très grand succès. Je peux citer notamment The Witcher 3 ou Red Dead Redemption 2 qui se sont vendus respectivement à 28 et 43 millions d'exemplaires et toutes les critiques qu'on peut regarder, enfin du moins la majorité, ressortent le fait que la narration est vraiment super, que les personnages sont très convaincants. Enfin voilà, ce sont vraiment des arguments qui ont fait que, les joueurs ont acheté ce jeu. Et à l'inverse, par exemple, on a un jeu qui s'appelle Andem, qui a un RPG aussi, qui s'est vendu à 8 millions d'exemplaires, donc beaucoup moins, qui n'utilise pas l'IA pour la narration. Et les critiques principales étaient justement que la narration était assez pauvre et les personnages peu convaincants. Et du coup, l'avantage aussi d'avoir ces mondes fantasy qui sont très, très grands et parfois presque illimités, c'est qu'on peut développer facilement du multiproduit. C'est-à-dire que certains jeux vont développer des livres, des séries télé, enfin beaucoup de produits dérivés autour des jeux. Je pense notamment à The Witcher 3. Vous saviez, enfin je sais pas si vous le savez, mais à la base The Witcher c'est une série de livres qui a donné le jeu vidéo et le jeu vidéo a ensuite donné la série à succès de Netflix qu'on connaît tous aujourd'hui. Pareil pour World of Warcraft, il y a énormément de livres qui ont été faits autour du lore des personnages, de produits dérivés et même de petits jeux à côté qui ont beaucoup de succès.
mais qui permettent toujours une immersion profonde vraiment dans l'univers et ça permet aussi du coup aux studios, de fidéliser leurs joueurs. Mais ça, on en parlera plus tard. Et du coup, avec cette IA et tout ça, on peut également faciliter l'implémentation de nouveaux modèles économiques dans les jeux. Donc comme les jeux en tant que service ou free to play pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que le jeu va être gratuit, vous pouvez y jouer de manière totalement gratuite, mais si vous voulez progresser de manière plus rapide que les autres ou vous distinguer via des cosmétiques, des skins, etc., vous devez payer, réaliser des microtransactions en jeu. Et avec l'IA, du coup, on va pouvoir personnaliser ces microtransactions. Donc, c'est-à-dire que si le jeu remarque que vous êtes un archer, que vous aimez bien tirer à distance, il va vous proposer des packs orientés là-dessus. À l'inverse, si vous êtes corps à corps, que vous aimez bien vraiment rentrer dans la mêlée, il vous proposera des packs adaptés. Et tout ce qu'on vient de dire, du coup, entraîne une fidélisation plus grande des joueurs, puisqu'on leur propose une expérience personnalisée avec un niveau de jeu qui leur convient. Du coup, ils vont passer plus de temps dessus, et ce qui est super pour les jeux qui ont des modèles économiques, par exemple, comme World of Warcraft, qui sont basés sur des abonnements mensuels. Ce qu'on veut, c'est qu'ils restent tous les mois pour payer leur abonnement mensuel. Donc, s'ils partent, c'est une perte pour l'entreprise. Et du coup, en plus de ça, ça contribue à la bonne réputation et à la longévité des studios, puisque par exemple, si je pense à celui qui a développé The Witcher 3, ils se sont fait vraiment une très bonne réputation. On peut se douter que s'ils sortent Witcher 4 demain avec les améliorations de l'IA, ils feront autant de ventes, voire même beaucoup plus. Et maintenant, du coup, d'un point de vue purement développement de jeux vidéo, l'IA permet également d'améliorer le processus de développement puisqu'elle permet d'automatiser les tests de jeu. Donc, c'est-à-dire dès que vous avez des petits bugs, des correctifs, etc., elle va pouvoir les détecter plus rapidement et ainsi, du coup, réduire l'intervention humaine, ce qui peut, du coup, permettre d'avoir des jeux avec des standards de qualité plus importants puisque l'intervention humaine peut se concentrer, du coup, sur des aspects créatifs plus importants, etc. et du coup, avoir un jeu avec un standard plus important. Mais bien sûr, pour ce faire, il faut que les développeurs intègrent de nouvelles compétences pour que le tout reste assez fluide. Donc il faut qu'ils puissent être capables de maîtriser ces outils d'IA, de comprendre comment ils fonctionnent pour les intégrer dans leur jeu de manière fluide et ne pas retarder les sorties, etc. Pareil pour les professions plus créatives, il faut qu'ils puissent s'adapter et collaborer avec l'IA pour comprendre comment cela fonctionne et que tout ce qui soit généré soit cohérent entre eux, mais aussi plaisant à regarder pour les joueurs. On a terminé ce niveau, décidément je pense qu'on est trop fort pour le jeu. Donc niveau 5, il faut savoir que maintenant qu'on a fait tout ça, on peut se dire: «Oui, le jeu est prêt à sortir, c'est parti, on se lance». Non, attention, il y a des défis, des choses auxquelles il faut vraiment faire attention, quand on utilise l'IA dans les jeux vidéo et je pense notamment au défi le plus important, qui va être la standardisation des récits. Il faut savoir que comme on en a parlé un petit peu plus tôt, l'IA fonctionne sur des modèles prédictifs. C'est-à-dire que, elle prévoit un petit peu à l'avance, mais ça peut entraîner des répétitions ou devenir des jeux trop prévisibles. Donc retirer l'effet de surprise, ce qui peut du coup, entraîner des frustrations chez les joueurs et faire qu'ils arrêtent le jeu trop tôt parce qu'il ressemble trop à un autre jeu qu'ils ont connu. Il y a pas de surprise, tout est prévisible dans le jeu, on s'attend à qui est le méchant à la fin, on sait qu'on va le tuer et cetera. 2e défi, l'amplification des biais. Il faut savoir que l'IA est entraînée sur des données qui peut refléter la culture, l'économie, de la société dans laquelle on est et elle peut, involontairement reproduire ces biais, voire les amplifier, pour créer des fois des situations de clichés ou de stéréotypes qui ne sont pas voulus par les développeurs et ça a été le cas notamment, du jeu Shadows of Mordor, donc un jeu du Seigneur des Anneaux, qui a été très apprécié, mais quand même pas mal critiqué parce que, les joueurs regrettaient le fait que les femmes, les personnages femmes, en fait, n'avaient pas de place en tant que commandantes de guerre, n'avaient pas de responsabilité, en fait. Elles avaient des rôles moindres. Donc ça, ce n'était pas volontaire, c'était vraiment l'IA, du coup, qui a créé ces biais et ils essayent de le corriger, actuellement. Et du coup, aussi très important, surtout dans le contexte actuel, la transparence. Il faut être transparent sur les données qu'on utilise, comment on les prélève, qu'est-ce qu'on en fait, les systèmes qu'on utilise, pourquoi on les utilise, comment ils fonctionnent, et cetera, pour éviter, tout problème éthique. C'est pour ça que l'Union européenne travaille actuellement sur l'IA Act, pour que tous les systèmes d'IA restent quand même responsables, éthiques et surtout transparents envers les, consommateurs. Et enfin, le dernier,
la collaboration entre l'IA et les humains. Si l'IA, en effet, actuellement prend une place trop importante, voire prédominante dans le processus créatif, on pourra perdre certaines choses comme l'émotion, la subtilité, certaines complexités comment dans la narration globale. Il est donc très important de travailler à un équilibre en fait entre automatisation avec IA et intervention humaine. Donc c'est bon, on revient au dernier niveau. Donc du coup, les perspectives futures de l'IA dans les jeux vidéo. Donc en effet, aussi bien joueurs comme développeurs s'attendent à pas mal de choses dans le futur avec l'IA. Notamment, la chose principale qui est revenue, c'est actuellement, on est dans des scénarios très linéaires. Même s'il existe plusieurs fins dans les jeux vidéo, il y a un arc, un fil conducteur, qui fait que tout le monde, au final, aura la même fin, le même arc narratif. Là, ce qui est attendu, c'est que l'IA permette justement de sortir de ça et créer des images, justement, des scénarios illimités où chaque petite décision du joueur va influencer l'histoire. Donc, c'est-à-dire que chacun aura sa propre histoire puisqu'il aura fait ses propres choix et du coup, personne n'aura la même. Et on s'attend également, du coup, à ce que les personnages, les interactions soient toujours plus complexes. Et aussi, ce qui est revenu, c'est des interactions entre les personnages eux-mêmes. Parce qu'actuellement, quand on joue, c'est nous qui avons des interactions avec les personnages, mais les personnages entre eux n'ont pas forcément d'interaction. Mais là, on pourrait s'attendre à ce que les personnages eux-mêmes entre eux soient autonomes et ce que ça déclenche des conséquences sur le jeu. Et quand on se connecte, par exemple, on se rend compte que y a une ville qui a disparu parce que 2 personnages se sont battus et qu'elle a été rasée du jour au lendemain. Donc pour toujours plus d'immersion. Et cela pourrait être rendu possible avec, pourquoi pas, par exemple, la technologie VR et les puces cerveau-machine pour justement faire en sorte que on ait nos sens qui soient captés, mais aussi les émotions qui soient captées par le jeu, pour que vraiment là l'expérience immersive soit complètement réussie. Ah. Et comme on peut le voir, on a débloqué accès aux recommandations, donc il y a un peu un résumé synthétique de tout ce qu'on vient de voir. Si on veut créer un jeu de fantasy demain, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut intégrer l'IA pour créer des scénarios donc plus dynamiques, hein, comme on l'a vu, avec tous les potentiels qu'elle offre. Mais attention, deuxième recommandation, éviter le plus possible les conflits narratifs. Si on met que l'IA toute seule, elle peut créer des conflits, comme on l'a vu avec les biais, la standardisation, etc. Il est donc important de créer des systèmes qui vont pouvoir surveiller ça et toujours avoir un regard humain sur les scénarios qui sont créés. Également maintenir un équilibre entre liberté et structure. C'est-à-dire que le joueur va pouvoir être libre de créer sa propre aventure, puisque tous ses choix auront une conséquence. Mais attention, il faut quand même rester logique dans l'univers du jeu, que les quêtes ne soient pas pour rien, qu'il y ait quand même un but final au jeu. Donc attention à cet équilibre. Et aussi des mécanismes de réorientation. Je m'explique là-dessus. Les jeux sont de plus en plus complexes, du coup, puisque le joueur va créer son aventure. Donc, on va avoir des maps qui seront très, très grandes. Et il va être facile pour le joueur de se perdre, puisque lui-même va pas forcément se souvenir de ce qu'il a fait la dernière fois. Du coup, il est important de toujours mettre des mécanismes de réorientation. Donc, à savoir, par exemple, ça peut prendre la forme d'un journal de quêtes qui va résumer toutes les quêtes qu'il a commencées. Un petit journal avec ses réputations pour savoir où il en est dans les villages, s'il va dans un village qui se fasse pas tuer, et cetera. Des points sur la map pour qu'il voit lui-même où les quêtes se déroulent, et cetera. Ensuite, analyser les données des joueurs pour de la personnalisation, parce qu'on l'a vu, ce que recherchent aussi les joueurs, c'est vraiment de la personnalisation, ce qui est vraiment très important pour eux. Mais du coup, attention, toujours le faire avec transparence. Si on prend les données des joueurs, leur dire: «Voilà, on va vous prendre telles données, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va les vendre, les garder?» Enfin, etc. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, favoriser une collaboration entre l'IA et l'humain, car à ce jour, les deux sont complémentaires, l'une ne peut pas remplacer l'autre. Donc vraiment travailler à collaborer pour vraiment tirer le meilleur des deux. Voilà. Donc on a fini ce petit jeu, on a été très rapide. J'espère qu'il vous a plu parce que l'année prochaine, du coup, je reviens avec la soutenance de thèse Le Retour, puisque je reprends un MBA Management de l'intelligence artificielle, donc où je reprendrai ce sujet, mais du coup, juste sous un autre angle. Donc voilà. On Et sera du coup, invité à la soutenance? si vous voulez, oui, si vous voulez voir la suite, vous pouvez être invité. Donc du coup, voilà, pour les crédits du Super. jeu, les petites mentions spéciales, pour les personnes qui sont là. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas et nous avons des petits personnages qui est prêt à aider également pour certaines questions.